Douce France, cher pays de mon enfance. Ce mois-ci, découvrons ensemble le pays qui nous a vu naître et grandir. Comme tu dois déjà le savoir, le christianisme est la religion la plus répandue dans le pays. L'histoire chrétienne de la France est profondément ancrée dans son identité. Beaucoup de fêtes comme Noël, Pâques, la Pentecôte, etc. en témoignent encore de nos jours. En parallèle, la colonisation des pays du Maghreb au XIXe siècle a entraîné la migration de nombreux musulmans vers la France. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se déclarent musulmanes, ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays, suivie par les juifs en troisième position. La France est un pays dont la métropole se situe en Europe, mais qui inclut aussi quelques territoires en Outre-mer, Martinique, Guyane, etc. La France est un membre fondateur de l'Union européenne. On l'appelle aussi l'Hexagone, en raison de sa forme particulière et sa capitale est Paris. Au 1er janvier 2024, la France compte 68 373 433 habitants. Wow! Le drapeau bleu-blanc-rouge trouve son origine dans la Révolution française, en 1789. Il marque le passage politique de la monarchie à la nation souveraine. Le bleu, le blanc et le rouge symbolisent l'union entre le roi et le peuple. À l'époque, le blanc, le rouge et le bleu étaient les couleurs des uniformes de la Garde nationale de Paris. Tout comme le rouge et le bleu représentaient les couleurs de Paris, la ville lumière. C'est incroyable! Paris, c'est merveilleux. Bonjour madame, Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Josiane et je suis une dame de 92 ans. Oh, pas mal. Je me doute, vu votre âge, que vous avez connu la guerre, n'est-ce pas? Exactement, j'avais 7 ans quand elle a déclaré. Pouvez-vous nous la raconter, s'il vous plaît? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? La première fois qu'on a vu une chose qui nous semblait impossible, c'est que j'étais chez mon parrain, dans son jardin, et tout d'un coup, le ciel est devenu tout noir. On se demandait ce qu'il y avait, et les parents ont dit, ça y est, c'est la guerre. J'habitais Quélamblardie. Et bien, quand une bombe, il y avait la tranchée, au bord, là où maintenant il y a le parking de voitures, là, c'était que des tranchées. Alors, tu sais que les tunnels, les tranchées qu'on avait, c'est creusé. Hein, et il y a juste quelques poutres comme ça hein, pour maintenir un peu la terre. Et puis, tu avais des espèces, on peut même pas dire des bancs, hein, des espèces de planches. Tu descendais, tu mettais là, puis tu attendais que ça se passe. Et bien, quand une bombe tombait dans le bassin du commerce, tu es soulevé de ce que tu étais assis. Tu es assis avec la flagration de la bombe dans l'eau et tout. Tu es soulevé et toute la terre qui est là tombe. Les enfants ne pouvaient plus rester dans la ville. Oh, j'ai été loin, moi, au château de Gomerville. Bah, c'était comme une colonie de vacances. Hein. Bon, la seule chose qu'on avait à cet endroit-là, c'est qu'on n'avait pas beaucoup à manger. C'est là qu'a été le plus difficile. Mais on avait un bon curé, qui était le curé Arson, qui a maintenant sa statue sur la place Saint-François. Et puis après, ben voilà, comme j'avais tellement peur en ville après, quand il y avait les bombardements, parce que quand la sirène sonnait pour nous dire qu'il fallait descendre aux tranchées pour se mettre à l'abri, quand on est remonté, nous, eh bien, heureusement que j'étais descendue parce que j'avais un grand morceau de plâtre qui était tombé sur mon oreiller. C'est une bombe incendiaire qui est passée chez la voisine au-dessus et qui a atterri, si tu veux, sur mon oreiller. Ben, c'était pas mon heure. La preuve, je suis encore là. Ma grand-mère, qui s'était réfugiée à Épouville, dans un grenier qu'elle avait loué,
puisqu'il fallait quitter un peu le Havre pour aller, à cause des bombardements. Donc, ma grand-mère avait loué un grenier à Épouville, et de là, si tu veux, elle m'a pris sous son aile. Voilà. Alors de là, pour moi, là, la guerre, elle était finie, si tu veux. C'était pas vrai. D'abord, j'ai commencé à faire du vélo avec la tante Toinette. On avait des tickets aussi, des tickets de rationnement. On avait des cartes avec des tickets de rationnement. Tu avais dans tant de grammes de pain par jour. Donc, quand tu allais chercher ton pain chez le boulanger, il fallait que tu donnes un ticket équivalent du pain qu'on allait te donner. Après, les Américains sont arrivés. Ben, ça, maintenant, malheureusement, c'est les Anglais qui ont fait le plus grand bombardement, qui ont détruit toute la ville. Donc après, ben, on a eu les Américains, et puis, puis après, ça a été fini. C'est là qu'on a commencé à monter des baraquements, qu'on a pu pouvoir revenir en ville. Puis ça s'est fait comme ça doucement, puis le temps a passé, puis voilà. Et on a eu de la chance, on n'a perdu aucun membre de notre famille pendant la guerre. Merci beaucoup pour le récit de votre vie. On espère vous garder encore longtemps près de nous avec votre joie de vivre et votre beau sourire. La France est le pays le plus visité au monde, avec environ 89 millions de touristes. Combien? 89 millions de touristes internationaux chaque année. Les visiteurs viennent du monde entier pour découvrir la richesse culturelle, historique et gastronomique du pays. En effet, entre ses musées, ses restaurants 5 étoiles et ses monuments emblématiques, la France a de quoi séduire. Au musée du Louvre, on peut voir la Mona Lisa ou la Joconde, qui est l'une des peintures les plus célèbres au monde. Tada! Ba 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 nana. Parmi les symboles de la France, on retrouve la fleur de lys, la Marseillaise, Marianne coiffée d'un bonnet phrygien avec sa fameuse devise « Liberté, égalité, fraternité » ou encore son animal national, le coq. Tu as sûrement déjà dû le voir sur le maillot de l'équipe de France de football. En latin, Gallus signifie à la fois coq et gaulois. C'est ainsi qu'on appelait les habitants de la Gaule, ancien nom de la France. Les Gaulois? Mais c'est pas vrai! Bonjour monsieur, Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Victor, j'ai 9 ans et je fais du CMEJ, le conseil municipal d'enfants jeunes d'Octeville-sur-Mer. Pas mal. Et pouvez-vous nous raconter ce que vous faites là-bas? On parle de la ville, on fait des commémoration du 11 novembre, on fait des inaugurations de bâtiments et on dépose des gerbes de fleurs au monument aux morts. On fait des sorties à Paris pour aller visiter le Sénat et pour prélever la flamme du soldat inconnu. On est monté dans l'Arc de Triomphe. Et qu'est-ce que vous avez fait dans l'Arc de Triomphe? On a visité, on est monté tout en haut, on a vu la tour Eiffel. Après, on est redescendu pour déposer les fleurs à la tombe du soldat inconnu. Aussi, on signe des gros livres. Quel genre de livre? Toutes les villes qui vont ramener la flamme dans leur ville, ils signent un gros livre. Ça veut dire qu'ils l'ont fait, quoi. Et aussi, on voit le maire du Havre, le maire d'Octeville, les adjoints, on fait la réunion tous les jeudis. Où est-ce que vous allez? Avec le CMJ, on va à Paris. Des fois, on reste à Octeville ou au Havre pour faire des commémorations. Et c'est quoi des commémorations? Commémoration, c'est quand il y a un jour où, par exemple, le 11 novembre, c'est le jour où on signe l'armistice du 11 novembre de la Première Guerre mondiale en 1918. Et du coup, comme c'est la fin de la guerre, on commémore pour tous les soldats qui sont morts à la guerre 1914-1918. D'accord. Et
Qu'est-ce que vous faites au CMEJ? Aussi, on fait des inaugurations, on inaugure des bâtiments. Comme il y a un gymnase qui vient d'être construit, on va faire une cérémonie pour l'inaugurer. On va prélever la flamme du soldat inconnu pour la ramener au Havre. On y va en car avec le CMEJ, avec des anciens combattants et des porte-drapeaux. Et on dépose les gerbes de fleurs à la tombe du soldat inconnu. Et après, on reste devant à peu près 1 minute. Après, on repart. Là, après, on prend la flamme pour la ramener au Havre. Et quand on va à Paris, généralement, on mange au restaurant. Et aussi, il y a une autre sortie à Paris qu'on a fait, c'est on est allé au Sénat. On est rentré dans la salle où ils votaient les lois. S'il vous plaît, silence. Taisez-vous. En toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Au Sénat, on a mangé dans le parc du Sénat. Et on est allé dans des jardins, on a fait des lacs. Et quand on rentre en car, il y avait la flamme du soldat inconnu dans le car. Et aussi avec le CMJ, c'est CE2, CM1. On est élu pour 2 ans. On a notre écharpe tricolore. Et aussi, les CE2, ils font CE2, CM1. Et les CM1, ils font CM1, CM2 en CMJ. Et on est élus en CM2. Et il y en a, ils sont élus en CM1. Et du coup, on a été élus il y a 1 an. Et pour notre fin de mandat, on va faire un concours de pétanque à Hauteville. D'accord, merci beaucoup pour cette interview, Monsieur Victor. La France, pays des merveilles, éblouit le monde par sa tour Eiffel veillant sur Paris. Son Mont Saint-Michel, son château de Versailles ou encore ses châteaux de la Loire, cet enchanté royaume attire les voyageurs du globe entier, sans oublier les plages ensoleillées de la Côte d'Azur, les montagnes enneigées des Alpes, les vastes plaines agricoles ou encore les forêts denses. La France offre un éventail de paysages. La gastronomie française est souvent considérée comme la meilleure du monde. En effet, ses chefs étoilés sont reconnus dans le monde entier. La présentation soignée des plats, la qualité des ingrédients ainsi que les techniques culinaires utilisées en font une cuisine de premier ordre. Les spécialités culinaires françaises que nous connaissons toutes et tous restent le fromage, les croissants et la baguette de pain. Ce bon fromage. Je dirais même plus, cet excellent fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France! Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je me présente, je m'appelle Mélanie, j'ai 36 ans, j'habite en Normandie, en Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres de la ville du Havre. Donc ça fait 5 ans que nous avons acheté la maison. Donc notre priorité, on voulait avoir une maison avec un assez grand terrain. Là, on a une superficie de 1500 mètres carrés. Donc pour commencer, c'était une bonne chose. Avec un point d'eau, c'était un des critères. On a une rivière qui est au bout du jardin. J'ai commencé en fait par avoir un potager, j'ai commencé par une petite surface et au fur et à mesure j'agrandis. Et là actuellement j'ai à peu près 200-300 mètres carrés de potager. Le reste est dédié, une grande partie est dédiée à mon élevage. Donc il faut savoir que les animaux sont en totale liberté. Hormis le potager, ils ont accès à tout le jardin. J'ai actuellement 2 oies, une chèvre, une vingtaine de poules et 3 chats. Donc les poules, ça a été essentiellement pour les œufs et par la suite, on va s'orienter pour des poules de chair pour la consommation. Les oies, en attendant, j'ai que 2 femelles, donc elles me servent comme tondeuse écologique parce que ça m'évite de tondre.
Mais aussi par la suite, j'aimerais prendre un malingear afin d'avoir des petits pour la consommation. Et la chèvre, c'est juste considéré comme un animal domestique. Elle me débroussaille un petit peu tout ce qui est rond, c'est le lierre, mais c'est une chèvre que j'ai récupérée et qui est devenue comme un animal domestique. Pourquoi faites-vous tout ça? Pourquoi avez-vous un potager? Pourquoi élevez-vous des animaux? C'est dans le but d'être un petit peu plus autonome. Disons qu'à mon échelle, ce que je peux faire, j'essaie de le faire. Pareil, on chauffe au bois, on essaye de couper une partie de notre bois. Par quoi avez-vous commencé? J'ai toujours voulu en fait avoir dans un premier temps des poules parce que le mode industriel ne me convient pas et pareil pour la viande. C'est pour ça que j'ai envie de passer le cap de faire mes propres poulets de chair. J'ai de plus en plus de mal à consommer de la viande issue du milieu industriel, sachant tout ce que ça englobe derrière et le mal-être de l'animal. Ça fait maintenant un petit peu plus de 3 ans que j'ai des poules. J'ai commencé par 2 poules, après j'en ai pris 5, 15, puis bon maintenant je fais mes poussins moi-même. En ce qui concerne le potager, on a aménagé une serre au fond du jardin. Par la suite, on aimerait bien avoir une serre un peu plus grande et plus esthétique, donc pas en plastique, plus avec du verre, etc. Je cultive tous mes semis moi-même. 80% de mes graines sont maintenant issues de mon potager. De la période juillet-août, je n'achète pratiquement pas de légumes parce que tout est issu de mon potager, les courgettes. Je fais des oignons, ail, échalotes, la mâche, des herbes aromatiques. Je fais mes pommes de terre, je fais mes poireaux, mes concombres, mes petits pois, mes haricots. Et selon les saisons, j'ai des poireaux et j'ai des blettes encore dans le potager. Mis à part ça, je laisse après le potager se reposer. Je laisse accès aux animaux, aux poules qui vont me retourner le sol, qui vont me gratter, qui vont manger toutes les larves. J'ai fait ramener aussi une grosse quantité de fumier de cheval que j'ai éparpillé dans le jardin. Je paille et par-dessus, après, je laisse reposer au potager jusqu'au fin de l'hiver, début de printemps, où je retravaille, je renlève tout, je retravaille un petit peu le sol et je commence à faire les plantations. Merci beaucoup, Mélanie, pour votre partage. Je vous souhaite encore plein de belles aventures en connexion avec la nature. Auguste et Louis Lumière sont 2 frères français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie. En effet, en 1895, ils inventèrent le cinématographe, un appareil capable d'enregistrer une suite de photographies qui donne ainsi l'impression de mouvement, une sorte de film. Mais ça ne s'arrête pas là. L'appareil était aussi capable de projeter ces images animées, soit le début du cinéma tel qu'on le connaît. Le saviez-vous? Le plus grand stade de France est à Paris, plus précisément à Saint-Denis. Il peut contenir 80 698 spectateurs. Wow! Top 4 des meilleurs buteurs de France. Les 4 meilleurs buteurs de France sont en premier Olivier Giroud avec 57 buts. Deuxième, Thierry Henry avec 51 buts. Suivi de près en troisième avec Kylian Mbappé pour 48 buts. Et en quatrième, Antoine Griezmann avec 44 buts. La composition de l'équipe de France. L'équipe de France est composée de Mike Maignan au goal, les 2 défenseurs centraux William Saliba et Ibrahima Konaté, le défenseur gauche Théo Hernandez, le défenseur droit Jules Koundé, les 2 milieux défensifs N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni, le milieu central Eduardo Camavinga, le buteur que l'on connaît tous, Kylian Mbappé, l'attaquant droit Ousmane Dembélé et l'attaquant gauche Bradley Barcola. Le saviez-vous? La plus large victoire et la plus grosse victoire de l'équipe de France était contre le Gibraltar il y a quelques mois. Une victoire 14-0.
une grosse victoire pour nos Bleus. Mais malheureusement, la plus large défaite de l'équipe de France est contre le Danemark, il y a très très longtemps. C'est une défaite malheureusement pour les Bleus de 17-1 contre le Danemark. Top 3 des meilleurs passeurs décisifs de France. Les 3 meilleurs passeurs décisifs de l'équipe de France sont, en première place, Antoine Griezmann avec 29 passes décisives, suivi de très près en deuxième position avec Kylian Mbappé, le même nombre avec 29 passes décisives, et en troisième, Thierry Henry avec 27 passes décisives. Le saviez-vous? À la fin du 19e siècle, la France voulait organiser une grande exposition pour célébrer les 100 ans de la Révolution française. Il cherchait quelque chose de vraiment spectaculaire pour impressionner les visiteurs du monde entier. C'est alors qu'un ingénieur nommé Gustave Eiffel a proposé une idée audacieuse. Construire une tour en fer très haute qui serait l'entrée principale de l'exposition. Elle devait initialement être détruite après 20 ans, mais finalement, elle devint un symbole de la France. Ceci est la Tour Eiffel. Wow! La recette de la France. La tarte tatin. Voici la recette de la tarte tatin, que vous trouverez dans la description à la fin de cette vidéo. Une recette renversée originaire de Sologne au 19e siècle et popularisée à Paris. Créée par les sœurs Tatin, la tarte tatin est devenue un classique de la cuisine française. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles vidéos.